Bonjour à toutes et à tous, soyez bienvenus. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce rendez-vous des IA Talk, ici donc à Cannes, en direct pendant 3 jours à l'occasion du World IA Cannes Festival. Alors nous allons rencontrer pendant ces 3 jours l'ensemble de l'écosystème IA des Alpes-Maritimes en collaboration avec la Maison de l'Intelligence Artificielle et évidemment l'organisateur de ces IA Talk, le département des Alpes-Maritimes. Notre premier rendez-vous IA Talk est donc sur le thème de l'IA générative. Quelles opportunités, quels chantiers porteurs? 2 invités que va nous présenter notre modératrice Fabienne de Thomas, responsable projet et innovation au pôle de compétitivité SCS. Bonjour Fabienne. Bonjour Benjamin, merci pour cette opportunité de parler de l'intelligence artificielle qui est une innovation de rupture qui mobilise de nombreux secteurs professionnels et on a voulu pour cela faire témoigner 2 intervenants, 2 speakers. D'abord Thomas Oudaille, responsable développement de la plateforme, et Sylvain Marty, Data and AI Strategist chez OnePoint. Alors Thomas, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vous et depuis combien de temps vous travaillez dans le domaine de la data ? Oui, bonjour à tous, ravi d'être là avec vous. Moi, ça fait 25 ans que je bosse dans la tech, dans le digital, différentes boîtes de conseil et depuis une dizaine d'années dans l'éducation. Aujourd'hui, j'ai monté une boîte qui fait de la formation en IA pour les dirigeants d'entreprise et je suis par ailleurs associé dans un projet qui s'appelle La Plateforme, qui est une grande école d'informatique où on forme au développement, à la cybersécurité et à la data et l'intelligence artificielle. Dont une antenne s'installe à Cannes d'ailleurs. Exactement, basée d'origine marseillaise, mais on a une antenne à Cannes et on va rayonner sur tout PACA à partir de cette année. Et vous Sylvain, donc depuis 2010 dans la data ? Oui, tout à fait. Donc moi, je suis leader sur les expertises data IA chez OnePoint. Donc on a une entité effectivement dans le sud-est, à Aix-en-Provence et à Sophia Antipolis. Ça fait 2 ans qu'on est installé. Alors on a un rayonnement national depuis une vingtaine d'années. Moi, j'accompagne les entreprises dans l'émergence des sujets data et intelligence artificielle. Alors effectivement, avec l'IA générative, ça a quand même beaucoup bousculé l'accompagnement des transformations des entreprises, qu'elles soient petites, moyennes ou grandes, et également des collectivités. Alors l'IA générative fait parler beaucoup d'elle, elle fait l'objet de nombreux financements massifs en ce moment. Est-ce qu'on peut avoir une définition de l'intelligence artificielle générative ? De quoi parle-t-on ? Alors, c'est déjà pas très simple de savoir ce qu'est exactement l'intelligence artificielle. Donc, générative, il faut effectivement préciser. Pour résumer, pour ceux qui n'ont pas suivi toute cette actualité et puis les années précédentes, on peut dire que déjà l'intelligence artificielle, ce sont des systèmes basés sur des algorithmes qui essayent de reproduire le fonctionnement du cerveau humain, finalement du fonctionnement humain. On a eu une première vague années 60-70 de l'IA symbolique basée sur des règles, depuis les années 90, 2000, 2010 basée sur l'apprentissage statistique. On prend les données du passé, on apprend à des modèles à prédire, à classifier, à nous reconnaître sur un téléphone avec de la reconnaissance faciale par exemple. Et puis depuis quelques années, et on l'a vu avec l'émergence de ChatGPT, effectivement, l'IA générative, qui est finalement une nouvelle vague, qui est basée sur les mêmes technologies, c'est-à-dire principalement des réseaux de neurones, donc des algorithmes assez complexes et surtout très puissants, pour traiter un grand nombre de données. Et dans l'IA, je vais dire, classique, traditionnel, machine learning, on va essayer de faire des tâches de type prédire le prix d'un produit, reconnaître par l'intermédiaire d'une caméra éventuellement des images, détecter des défauts, faire pas mal de cas d'usage qui existaient déjà. Maintenant, avec l'IA générative, la grande nouveauté, c'est qu'on va pouvoir produire, générer des contenus, que ce soit principalement du texte ou de l'image. C'est basé sur les mêmes principes. Et pour faire simple, dans une IA classique, on va essayer de prédire de façon statistique si le client que vous avez en face de vous est un client intéressant. Avec les LLM et l'IA générative, on va prédire le mot d'après et ainsi de suite jusqu'à générer du texte, des images, etc. Donc nouvelle vague avec surtout, au-delà de la performance des prouesses technologiques, finalement cette prise de conscience du grand public grâce à ChatGPT, qui est effectivement un peu la partie émergée aujourd'hui de l'écosystème IA et des solutions existantes. Il y a beaucoup d'autres choses où ChatGPT n'est pas forcément la solution, mais tout le monde a pu constater la puissance incroyable de ce système qu'on peut interroger comme on le ferait avec une personne sur n'importe quel sujet. Sylvain, est-ce que vous voulez compléter ?
Oui, moi je trouve intéressant dans cette innovation de rupture, finalement c'est l'accélération que ça a apporté sur l'IA de façon globale. Alors pour le tout public, et c'est justement pour le tout public que ça a fait prendre conscience aux entreprises qu'il fallait s'engager sur cette voie-là. Alors pourquoi? Moi j'ai noté 3 points. Il y a un point qui est l'interface homme-machine. C'est finalement cette relation à l'homme qui est extrêmement importante grâce à l'IA générative. Donc le chat GPT en est effectivement le bon exemple. Il y a la génération de contenus originaux, que ce soit alors, les formes textuelles, les formes de vidéos, d'images, etc., qui sont aujourd'hui impressionnantes et de plus en plus impressionnantes au fur et à mesure de l'évolution des technologies. Et troisième point, qui est un point sur lequel on reviendra juste après, où il faut faire quand même extrêmement attention, c'est finalement le caractère non déterministe des résultats produits par une IA générative. Donc c'est finalement à partir des mêmes données, on va pouvoir avoir des résultats différents. Et ça, c'est un point qui est extrêmement important et on le verra juste après dans d'autres questions. Oui, justement, est-ce qu'on pour parler un peu plus concret, on sait que l'IA générative n'est pas mûre non plus, mais néanmoins, elle l'est de plus en plus. Quel usage métier vous avez constaté ou alors vous produisez avec les entreprises avec lesquelles vous travaillez, peut-être entre les étudiants et les entreprises régionales pour la plateforme et OnePoint peut-être au niveau national au moins. Donc quel usage métier concret on peut voir aujourd'hui avec cette IA générative? Alors nous chez OnePoint on a eu la chance là, la dernière année de faire un tour des régions. On a animé des ateliers d'idéation de cas d'usage en IA générative. On a rencontré plus de 250 entreprises et de collectivités, ce qui nous a donné quand même un panel finalement intéressant de l'intérêt des entreprises par rapport à ces concepts de l'IA générative. Je parle bien de concepts parce que pour le plus grand, la plus grande partie des personnes, c'était souvent des concepts. J'ai noté le top 5, j'ai repris mes petites notes. Le top 5, c'est l'IT. C'est finalement aider la génération de code en IT. Ça a été le numéro 1 des éléments qui ont été remontés. Et aider les développeurs alors? Aider les développeurs, exactement. Le deuxième point, c'est l'optimisation des processus en entreprise. Donc là, c'est effectivement faciliter des process industriels grâce à l'IA générative. Le troisième point qui paraît un peu naturel, c'est l'amélioration de la relation client. Donc tout ce qui va être service après-vente, d'être en capacité d'aller générer automatiquement des réponses par rapport à des questions posées par des clients. Et deux derniers points qui sont très liés, c'est la partie génération de contenu pour les médias et toute la partie communication, facilitée dans l'aide à la communication des entreprises. Donc voilà, ça c'est les 5 points et les 5 typologies de cas d'usage qui sont remontés de façon extrêmement importante. Sur ces cas d'usage, est-ce qu'il y en a peut-être un qui est plus mûr que d'autres ou pas? Assez facilement, et là c'est au regard finalement des entreprises qu'on accompagne pour le coup. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'aide dans la partie développement aujourd'hui. Il y a beaucoup d'outils qui ont déjà été intégrés, GitHub Copilot pour en citer un seul, qui effectivement aujourd'hui a bien pris dans les entreprises. On a même des statistiques qui sont sorties avec des capacités finalement de réduction du temps de travail des développeurs de l'ordre de 15%. Nous, c'est ce qu'on a évalué justement chez OnePoint. Nos développeurs gagneraient 15% sur des tâches répétitives. Effectivement, il ne faut pas s'appuyer uniquement sur ces technologies, mais voilà, ça a un caractère d'optimisation pour certaines tâches. Okay, d'accord, donc c'est 15% qui vont sans doute augmenter avec le temps au fur et à mesure de la maturité de cette IA générative. Et alors, chez la plateforme, Alors nous on fait beaucoup de choses entre des étudiants et des entreprises pour les aider à prendre finalement la vague de cette IA. En introduction, moi ce que je voudrais dire, c'est que on parle beaucoup d'IA générative, on parle beaucoup de chat GPT, de tout un tas d'outils qui sont censés être faciles à utiliser et apporter rapidement de la valeur pour les entreprises. Et en vrai, ça marche pas comme ça. C'est-à-dire que oui, pour un indépendant qui fait du contenu toute la journée, il va pouvoir utiliser ChatGPT et assez simplement, s'il n'est pas bête, s'il teste and learn, il va pouvoir créer de la valeur sur une tâche relativement limitée. Pour une entreprise un petit peu plus grande, c'est pas simple, c'est pas si simple que ça. Il faut travailler effectivement sur des processus métiers clés et sans doute que la solution, elle sera pas forcément
ChatGPT, ça pourrait être d'autres applications accessibles facilement, mais ça pourrait être aussi des IA génératives qu'on va être obligé de customiser en propre pour les besoins d'une entreprise. C'est comme ça que ce sera vraiment efficace et qu'on va vraiment créer de la valeur. Et donc, on en revient finalement à une problématique plus classique de l'IA qui est quelles sont les données que je vais utiliser, quelles sont les technologies que je vais utiliser, quelles sont les expertises dont j'ai besoin pour faire mon IA, globalement mon chatbot custom qui va pouvoir vraiment me rendre service. Alors nous, c'est un coût après. Et donc ça a un coût. Et donc en ce moment, il y a un sujet qui est très intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de solutions qui émergent, il y a beaucoup d'acteurs nouveaux. OpenAI n'est pas si nouveau que ça, mais il y a tous les nouveaux modèles français qui arrivent. Chacun sur finalement des positions un petit peu différemment. Il y a l'open source, il y a la souveraineté, il y a tout un tas de problématiques et de questions qui vont se poser derrière. Et il y a la question du modèle économique et du coût. Parce que pour l'instant, la seule entreprise qui gagne beaucoup d'argent avec l'IA générative, c'est Nvidia. Les grands acteurs de la tech et de l'IA ne gagnent pas l'argent parce qu'ils ont surtout beaucoup de coûts, et OpenAI en particulier. On a lu beaucoup de choses dessus. Donc c'est vrai que c'est une période très foisonnante. C'est un peu le Far West et c'est pas si simple que ça pour les entreprises de s'y atteler. Donc il y a des boîtes de conseils très bien, très spécialisés comme OnePoint qui peuvent aider les entreprises. Nous, on a une démarche qui est finalement un petit peu complémentaire. On vient faire des POC, des Proof of Concept avec des étudiants spécialisés en IA qu'on fait travailler sur des cas réels d'entreprise. Ça permet notamment aux entreprises de plus petite taille qui n'ont pas forcément encore la maturité pour se lancer dans des vrais projets industriels d'investir un peu. Et donc, on a fait une demi-douzaine de projets l'an dernier sur de l'IA générative, typiquement pour un acteur de la maintenance industrielle qui a besoin de construire son chatbot pour que ses opérateurs aient accès à une information métier hyper précise. Et donc, on repart sur des modèles open source avec les corpus documentaires de l'entreprise, les corpus de texte, pour que ce soit vraiment hyper efficace. Il y a d'autres cas où on fait, je dirais, de la customisation de modèles type OpenAI pour faire du chatbot de relations clients ou du traitement d'incidents sur des choses un petit peu moins avancées. Et enfin, je terminerai en disant que, de mon point de vue, il y a effectivement cette vague, mais soit pour une entreprise classique, je dirais que 70% des cas d'usage aujourd'hui et de la valeur à venir ne passera pas forcément par l'IA générative. Il y a aussi tous les autres cas dont on parle depuis un certain nombre d'années, de connaissance client, de ciblage, d'optimisation, de process industriel. L'IA générative va pouvoir, dans un certain nombre de cas, apporter sa pierre à l'édifice, mais ce n'est pas la panacée pour toutes les problématiques d'entreprise. Ça me fait une excellente transition pour justement les startups industrielles, les petites startups ou les grandes entreprises. Donc, une entreprise en général, qu'elle soit grande ou petite, doit-elle former ses collaborateurs à l'IA générative et pourquoi pas à ChatGPT en particulier pour être un collaborateur augmenté? Oui, concrètement, finalement, sur l'IA générative et sur l'IA classique et la data, il y a des phases d'acculturation qui sont extrêmement importantes. Je suis bien placé pour le dire puisque moi j'accompagne les entreprises dans les transformations, donc forcément cette acculturation, ça fait pas 2 ans qu'on l'engage, ça fait une dizaine d'années. Donc il y a des sujets sous-jacents qui sont tirés par l'IA générative parce que maintenant c'est mis sur le dessus des projets un peu stratégiques des entreprises. Donc il y a tout ce qui va être gouvernance de la donnée qui est un point important, qui est de se dire finalement cette data, j'en ai besoin pour pouvoir les générer des contenus et des applications que je vais pouvoir engager avec l'IA générative. Donc ça c'est un point important. Il y a toutes les questions autour de la sécurité. Ça c'est un point essentiel. C'est effectivement sur la formation sur ChatGPT. Et c'est sûr que d'envoyer les données de son entreprise sur des ChatGPT publics, c'est pas forcément la meilleure des idées. Donc c'est de sensibiliser finalement les collaborateurs sur cette partie-là et puis surtout sensibiliser sur les mécanismes derrière cette logique de LLM, Large Language Model, pour comprendre finalement de quoi il en retourne. Le fait que ça soit sur des approches non déterministes, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le fait que un résultat qu'on va prévoir dans une situation va pas être forcément le même dans une autre situation. Donc sur la base d'un même corpus d'informations, de données. Donc ça, c'est aussi des éléments qui sont extrêmement structurants à faire prendre conscience aux collaborateurs en entreprise. Donc oui, on est sur ces approches-là aujourd'hui et j'avais noté quelques points, pardon. Aujourd'hui, les attentes des entreprises là-dessus, c'est former finalement en tant que tel le collaborateur sur ces approches de ChatGPT. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'initiatives aujourd'hui de construction de plateformes
internes autour de ChatGPT dans des dimensions privées, sécuritaires, pour pouvoir faire émerger la culture autour de l'IA. Et après, plus spécifiquement, il y a des projets qui vont se lancer en fonction de cette acculturation sur des choses beaucoup plus spécifiques autour des processus, qu'ils soient IT ou qu'ils soient métiers. Donc on est vraiment dans ces logiques-là. Mais on parle tout le temps, depuis le début, de ChatGPT, mais en fait, il y a d'autres IA génératives aussi, comme Bard, etc. Donc ChatGPT prend vraiment le dessus ou... si je peux me permettre, c'est effectivement ça qui rend le sujet en plus complexe. C'est-à-dire que les grandes entreprises, elles sont équipées, elles ont leurs équipes data, elles ont leurs infrastructures et donc elles vont s'y mettre. Et globalement, ce qu'elles font aujourd'hui la plupart, c'est qu'elles interdisent à leurs collaborateurs d'utiliser ChatGPT parce qu'on le sait, il y a un certain nombre de risques, d'erreurs, de confidentialité, potentiellement de souveraineté derrière et d'émissions aussi énergétiques, de consommation énergétique. Ça, c'est un point pas neutre et je pense qu'on sous-estime le sujet en ce moment. Le plus compliqué, c'est pour les moyennes et petites entreprises qui voient ce sujet comme étant une super opportunité, et c'est vrai. Pour autant, c'est pas simple et on a besoin d'accompagnement pour faire comprendre les mécanismes qu'il y a derrière et puis finalement, quelle est la bonne approche à adopter. Moi, ce que je dis souvent aux moyennes entreprises, c'est allez-y, formez vos collaborateurs, on peut vous aider là-dessus, on fait de la formation, on peut faire des POC, on peut tester ChatGPT, c'est très bien, mais ne vous lancez pas comme ça en disant ça va être l'alpha et l'oméga de ma politique d'optimisation de mes processus, parce qu'effectivement, il y a d'autres solutions qui existent, il y a les solutions de Google, il y a les solutions de Microsoft embarquées dans 365 qui vont être potentiellement plus efficaces en fonction de ce que fait votre collaborateur que d'utiliser ChatGPT. Donc on est dans une et puis il y a les modèles français, les Mistral, les QTI et tout ce type d'acteurs du monde de l'open source aussi. Donc c'est fascinant. Et ça progresse très très vite. Toutes les semaines, il y a des annonces de nouvelles performances de ces modèles. Et pour autant, il faut y aller progressivement, tester et apprendre avant de se lancer, parce que je pense qu'on est dans cette courbe de hype qui redescend un petit peu. Maintenant, ça va se poser en disant mais où est la valeur à la fin, quoi. Si effectivement tout le monde se met à faire du ChatGPT ou d'un autre outil dans tous les sens, est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que je vais vraiment gagner en productivité? Et toutes ces solutions d'IA générative, donc on a parlé Mistral, Bard, ChatGPT, en fait, est-ce qu'elles ont toutes un problème de sécurité et de confidentialité des données? Elles potentiellement. Après, c'est surtout la façon dont elles vont gérer leurs infrastructures. Où est-ce que les infrastructures vont être posées pour des questions de sécurité et de souveraineté finalement. Ensuite, il y a eu une polémique à un moment où on se demandait si les données qu'on utilisait pour faire travailler ChatGPT étaient utilisées pour l'apprentissage derrière des modèles d'OpenAI. Ils disent non. Bon, voilà, en fait, on ne sait pas exactement. En fait, il y a deux sujets. Il y a l'entraînement des modèles. Et effectivement, sur des instances publiques, quand on envoie nos données sont finalement font partie de ces modèles d'entraînement. Donc là, il y a potentiel fuite d'informations indirectes par les collaborateurs. Donc ça, c'est un premier point. Donc d'où la logique d'être sur des instances privées et donc de financer ces instances privées, ça c'est le premier point. Et le deuxième point qui est à mon avis aussi extrêmement important, c'est, et j'en parlais tout à l'heure, c'est la gouvernance de la donnée. C'est une fois qu'on a nos instances privées, c'est sur quel corpus documentaire on va effectivement entraîner nos modèles dans notre sphère privée. Et là, il y a eu plusieurs cas en l'occurrence, c'est que on va commencer à avoir des hackers qui vont effectivement essayer de comprendre derrière quelles sont les données sur lesquelles sont entraînés ces modèles et essayer d'aller trouver les failles pour pouvoir aller sur des données qui n'auraient pas été forcément imaginées en tant que réponse fait par un chat GPT privé pour une entreprise. Donc notamment tous les cas d'usage qui vont être liés à des chatbots sur des services après-vente, ça va être des sujets importants. C'est sur quoi j'entraîne mon modèle et quelle est ma gouvernance derrière par rapport à mes documents et mes informations que je mets à disposition sur l'entraînement de ces modèles. Et ça, c'est toute la réflexion qu'on doit avoir. Justement, là, par rapport à la gouvernance, vous disiez, puis on le voit, donc les entreprises, notamment les petites et les moyennes, ont besoin d'être accompagnées. Et en même temps, il y a beaucoup de financement pour booster l'IA en général et les écosystèmes en France. Donc il y a une nouvelle initiative qui est le Booster IA.
qui est une initiative France 2030. Je crois que OnePoint et vous en particulier, Sylvain, vous êtes labellisé, je ne sais pas si c'est le bon terme, pour accompagner donc, des entreprises via ce booster IA. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le processus? Voilà, qu'est-ce que ça permet de faire pour une entreprise? Combien ça coûte et combien de temps ça prend également? Oui, tout à fait. Alors, je suis référencé, c'est ça le terme décrit par les BPI. Donc, c'est effectivement un financement dans le cadre de France 2030 qui est engagé par les BPI. L'objectif, c'est de faire effectivement émerger l'intelligence artificielle sur les PME et OTI en France. L'intérêt de ce dispositif, il est en 3 phases. Alors, je vais être assez succinct. La première phase, c'est de faire prendre conscience de l'intérêt de l'IA dans les entreprises par un diagnostic et de l'idéation sur des cas d'usage potentiels au sein de l'entreprise, donc qui est effectivement en partie financé par les BPI. La deuxième phase, c'est la partie proof of concept. Donc, c'est prendre un cas d'usage et essayer de le réaliser au regard des enjeux technologiques et fonctionnels de l'entreprise. Et troisième étape, c'est vraiment la partie industrialisation. C'est se poser la question, intégrer dans mon entreprise ce nouveau système, cette nouvelle solution intégrant de l'IA. Donc, c'est un vrai véhicule pour pouvoir engager des projets. Après, il faut avoir une logique aussi derrière avec les entreprises, comprendre la maturité des entreprises. C'est pour ça que ce diagnostic initial est important, pour avoir la capacité de faire émerger finalement dans des entreprises qui n'auraient pas l'intérêt de financer a priori ce type d'initiative, mais de se poser la question aussi de est-ce que ces entreprises sont vraiment capables d'accueillir ce type de projet. Merci. En complément, on fait finalement des actions un petit peu similaires avec notre école. On a monté un lab IA où on a des PME du territoire, des PME ETI, pour lequel on va faire finalement le même type de démarche, une démarche d'acculturation et d'idéation sur un certain nombre de cas d'usage. Et ensuite l'EPOC, où on met 4 élèves qui sont de niveau Bac+5 en IA, un docteur en IA, et pendant 2 mois, ils bossent pour une entreprise, pour un tarif, on va dire, très compétitif, puisque l'idée c'est aussi de former les élèves. C'est un mécanisme win-win où l'entreprise va passer une étape dans sa maturité en testant des choses. Ça fait monter en compétence les élèves et puis à la fin souvent ils vont recruter aussi des talents, puisque on n'en a pas encore parlé, mais un des sujets de l'IA dans le monde de la tech, c'est évidemment les talents, en former de plus en plus. On sait qu'on a un déficit en général en France et en PACA sur globalement les talents de la tech. Et nous, cette année, on va former une centaine d'élèves entre les bachelors et les masters en IA, sur un total d'à peu près 700 élèves pour notre école. Merci beaucoup. Je crois que c'est fini. Donc, on vous remercie grandement, Sylvain et Thomas. Et puis, on vous souhaite à tous un bon salon. Merci. C'est passionnant. Au revoir. On fera 40 minutes l'année prochaine sur l'IA générative. Merci beaucoup. On va se retrouver dans un instant pour un nouveau rendez-vous des IA Talk, toujours ici au World AI Cannes Festival. À tout de suite.